Alors, qu'est-ce qui fait de nous, nous? Est-ce que c'est notre éducation, les gens qui nous entourent, ou est-ce que tout est déjà plus ou moins joué, inscrit dans notre ADN bien avant qu'on arrive au monde? C'est une question immense, une des plus vieilles du monde. Et aujourd'hui, la science nous donne des réponses qui franchement bousculent pas mal de nos certitudes. Tenez, écoutez bien cette phrase, elle est du généticien Robert Plomine. C'est assez percutant, non? Imaginez un peu le truc. Même si on avait été échangé à la maternité, on serait quasiment la même personne. Ça voudrait dire que les parents qui nous élèvent, la maison où on grandit, l'école où on va, tout ça compterait moins que nos gènes. C'est une idée complètement dingue, radicale même. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit retour en arrière, sur une vraie révolution scientifique. On va donc se pencher sur ce grand basculement, parce que pendant très très longtemps, la psychologie ne jurait que par l'acquis, l'environnement. Mais une autre idée, celle de l'inné, a commencé à tout chambouler. Pendant quasiment tout le XXe siècle, le paradigme dominant, c'était la théorie de la page blanche. L'idée, c'est simple, on naîtrait tous neutres, et c'est l'environnement, l'éducation, qui viendrait écrire notre histoire, nous façonner. Mais voilà, à partir des années 70, la recherche a commencé à mettre le doigt sur une force qu'on avait sous-estimée, une influence cachée, mais super puissante, celle de nos gènes. Et là, les études sur les adoptions ont vraiment été un électrochoc. Prenez un exemple très concret, l'IMC, l'indice de masse corporelle. On se dit logiquement que ça dépend de ce qu'on mange, de notre style de vie, bref, de l'environnement familial. Eh bien, les études montrent que l'IMC d'un enfant adopté n'a absolument aucune corrélation avec celui de ses parents adoptifs. Zéro, rien. Par contre, il y a une vraie corrélation avec l'IMC de ses parents biologiques, même s'il ne les a jamais vus. Là, on a une preuve assez nette de l'influence des gènes. C'est difficile à ignorer. L'autre grande méthode, ce sont les études de jumeaux. Le principe est simple, les vrais jumeaux partagent 100% de leur ADN, ce sont des clones naturels. Les faux jumeaux, eux, n'en partagent que 50%, comme n'importe quel frère et sœur. Et le résultat, il est systématique, sans appel, que ce soit pour la personnalité, les capacités cognitives, n'importe quoi, les vrais jumeaux se ressemblent toujours beaucoup plus que les faux. C'est une autre pièce maîtresse qui vient confirmer le poids de la génétique. Alors, attention, on arrive à un concept qui est absolument central, mais qui est peut-être l'un des plus mal compris de toute la science. L'héritabilité. Ça ne veut pas dire qu'un de vos traits, disons votre taille, est à 80% génétique. Non, ça n'a rien à voir. L'héritabilité, c'est une statistique qui s'applique à une population. Ça nous dit juste quelle part des différences qu'on observe entre les gens dans cette population est due à leurs différences génétiques. C'est une question de probabilité à grande échelle, pas du tout un destin individuel gravé dans le marbre. Et cette influence génétique, elle est loin d'être anecdotique. Elle est même carrément massive. Une méta-analyse absolument gigantesque, publiée en 2015, qui a compilé des décennies d'études sur des millions de jumeaux, est arrivée à une conclusion assez folle. En fait, tout est héritable. Si on regarde les traits psychologiques, comme la personnalité ou les aptitudes cognitives, environ la moitié des différences qu'on observe d'une personne à l'autre s'explique par la génétique. 50%. Ce n'est plus un petit facteur, c'est un pilier central. Mais ce n'est pas tout. Plomine introduit une idée encore plus fascinante, qu'il appelle la nature de l'acquis. En gros, il nous dit que même ce qu'on a l'habitude de voir comme de l'environnement pur est en fait en partie influencé par nos gènes. Prenons l'exemple classique, le nombre de livres à la maison. On a toujours dit, plus il y a de livres, mieux c'est pour la réussite scolaire des enfants, c'est l'environnement qui joue. Mais attendez, qui achète les livres ? Les parents. Et les parents qui ont des prédispositions génétiques pour les études, qui aiment lire, ont tendance à en acheter plus. Donc, le nombre de livres à la maison, cet environnement, est en fait aussi le reflet des gènes des parents. C'est vertigineux. Ok, tout ça semble tracer une voie assez claire. Mais attention, il faut nuancer. Cette approche, aussi puissante qu'elle paraisse, est très loin de faire l'unanimité dans le monde scientifique. Parce que tout ça, ça repose sur des modèles statistiques. Et c'est justement là-dessus que le débat devient, assez féroce. La vraie question, la voici. Est-ce que c'est vraiment possible de démêler comme ça, aussi proprement, ce qui vient de la nature et ce qui vient de la culture? De séparer l'inné et l'acquis? Pour beaucoup de scientifiques, la réponse est non. Et c'est là qu'on entre dans la critique du modèle. Beaucoup de chercheurs, en particulier en France d'ailleurs, contestent la validité même de ce modèle. Ils ont plusieurs arguments. D'abord, ils rappellent que ce modèle statistique a été créé à la base pour l'élevage d'animaux, où on peut contrôler l'environnement de A à Z. Ce n'est pas vraiment la même chose pour la complexité de la vie humaine. Ensuite, le modèle a du mal à gérer les interactions permanentes entre les gènes et l'environnement. Et puis, il y a des biais dans les études. Par exemple, les familles qui adoptent ne sont pas un échantillon représentatif de toute la population. Pour ces critiques, vouloir séparer l'inné et l'acquis en pourcentage, c'est tout simplement une illusion.
Il y a un exemple qui illustre ça à la perfection, c'est celui du beurre salé, souvent cité par la généticienne Françoise Clerget d'Arpoux. C'est très malin. Statistiquement, on peut trouver une corrélation entre des marqueurs génétiques plus fréquents chez les personnes d'origine bretonne et le fait d'aimer le beurre salé. Alors est-ce qu'on va en déduire qu'il existe un gène du beurre salé? Évidemment que non. C'est juste un trait culturel, une habitude alimentaire qui est liée à une région et donc à une population qui partage un certain fond génétique. Ça montre à quel point on peut vite confondre une corrélation statistique avec un lien de cause à effet génétique. Bon, on pourrait se dire que c'est une discussion de spécialistes un peu abstraite, mais en fait, pas du tout. Ce débat a des implications hyper concrètes sur notre quotidien, sur la façon d'élever les enfants, sur les politiques publiques, sur notre idée même de ce qu'est l'égalité. Prenons l'éducation des enfants. Le conseil de Plomine, c'est presque un soulagement pour beaucoup de parents. Il dit en substance « Arrêtez de vous épuiser à vouloir sculpter vos enfants pour qu'ils rentrent dans un moule, essayez plutôt de suivre leur courant génétique. » Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement reconnaître leurs différences. Découvrir ce qui les intéresse vraiment, ce pourquoi ils ont des facilités, et les aider à s'épanouir là-dedans. En somme, être plus un jardinier qui accompagne la croissance qu'un sculpteur qui impose une forme. Si on regarde à l'échelle de la société, là c'est fascinant, on a deux grandes peurs qui s'opposent. D'un côté, on a la peur d'un monde à la Gattaca, vous savez, ce film où l'ADN détermine votre place dans la société, une sorte d'eugénisme moderne. Mais de l'autre côté, les défenseurs de Plomine rappellent que la négation de la biologie, l'idée de la page blanche, a aussi mené à des totalitarismes effrayants, comme sous Staline ou Mao, où on a voulu remodeler l'humain de force en niant ses prédispositions. Le danger n'est peut-être pas là où on le pense, ou plutôt il est des deux côtés. Et aujourd'hui, le débat prend une toute autre ampleur avec ce qu'on appelle la révolution de l'ADN. On parle maintenant de score polygénique. L'idée, c'est de regarder des milliers de petites variations dans notre ADN et de les additionner pour calculer une probabilité. Une probabilité d'avoir certaines maladies, mais aussi une probabilité d'avoir certains traits, comme la réussite scolaire. On entre dans une nouvelle ère. Mais il faut rester très prudent. On est vraiment au tout début. Pour l'instant, ces fameux scores polygéniques n'arrivent à expliquer qu'environ 20% de l'influence génétique totale estimée par les études de jumeaux. Il y a un énorme fossé entre ce qu'on prédit et ce qu'on observe. C'est ce que les scientifiques appellent le mystère de l'héréditabilité manquante. L'immense majorité du code qui influence notre psychologie reste encore un livre fermé. Tout ça nous amène à la question finale qui est peut-être la grande question du XXIe siècle. Plus on va décoder notre génome, plus on va avoir d'informations sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on va faire de ce pouvoir? Est-ce que notre ADN, c'est une sorte de plan directeur, une feuille de route qu'on est condamné à suivre? Ou est-ce que c'est juste la main de carte qu'on reçoit au début de la partie et que c'est à nous de jouer le mieux possible avec, en fonction de nos choix, de notre environnement et d'un peu de chance aussi? Le débat est loin d'être terminé.